J'ai le plaisir d'accueillir pour terminer Patrick Dumoulin, qui est président de Great Place to Work, label bien connu. Et vous allez nous dire comment une politique inclusive peut aider à, pourquoi pas, décrocher ce label et en tout cas ce qu'il faut mettre en œuvre pour espérer réussir sa politique d'inclusion. Allez-y. Exclusion des germes et des microbes. Donc c'est pas une situation facile parce que je passe en dernier. Je passe en dernier et en outre, je dois contribuer à rattraper un peu de retard. Donc je vais essayer de faire court et précis. Voilà. Donc effectivement, je suis le président de Great Place to Work. Je connais pas mal de monde dans cette salle. Je voudrais remercier Muriel et Sacha parce que c'est la première fois depuis très longtemps que j'interviens en public à cause du Covid. Et vraiment, ça fait plaisir de revoir du monde et de pouvoir s'exprimer ainsi en public. Great Place to Work, c'est pas une idée nouvelle. Hein. On aura 20 ans en France l'année prochaine, et on aura 30 ans. On a été lancé, on a été créé il y a 30 ans. Alors tout ce qui a trait à la diversité, à l'inclusion, finalement, c'est quelque chose qui nous préoccupe, qui est au cœur de notre réflexion depuis très longtemps, et j'en donnerai beaucoup d'exemples d'entreprises. Alors je ne reviendrai pas sur les exemples de certaines entreprises que je connais bien, AXA, Mars et d'autres, puisque les personnes concernées ont mieux parlé que je le ferai. La première chose, je voudrais revenir sur la mission de Great Place to Work. Donc nous, on a une mission sociétale, et vous allez voir, extrêmement inclusive. C'est construire une société meilleure en aidant les organisations, finalement, à devenir des endroits où il fait bon travailler pour tous. Donc ça a été vraiment, dès l'origine de Great Place to Work, le pour tous. Et le pour tous, ça veut dire, dès le départ, n'exclure personne. On a parlé de beaucoup de sujets. Ce matin, il y en a un sur lequel j'aimerais rebondir, parce que malheureusement, Myriam ne pouvait pas être avec nous. Mais on a quand même un paradoxe français. Paradoxe français qui est le suivant. J'ai entendu chez GSF, Sodexo, mais nous tous, on recherche des gens pour venir travailler dans nos entreprises. Il y a beaucoup de gens en France qui ne travaillent pas. Alors, avoir un chiffre précis du nombre de gens qui ne travaillent pas, c'est très compliqué. Mais il y a quand même quelques millions de personnes hors de l'emploi. Et on a beaucoup d'emplois qui sont proposés. Donc, comment on va pouvoir faire un pont pour réembarquer des gens qui, soit sont un petit peu, entre guillemets, déclassés, soit des gens qui ne veulent pas travailler parce qu'ils se disent finalement le système m'offre des choses qui font que si je vais travailler, je ne vais pas gagner beaucoup plus, donc je vais rester dans un niveau confortable. Et donc en termes d'inclusion, moi je pense aussi à ces gens-là, comment les attirer. Je voudrais revenir aussi sur la définition de l'inclusion de Great Place to Work, parce que nous on a monté déjà des ateliers, des formations sur l'inclusion depuis un certain temps, et on a notre définition. La définition de l'inclusion chez Great Place to Work, c'est que tous les collaborateurs ont la perception qu'ils font vraiment partie de l'organisation. Quand je suis chez GSF, que j'interviens dans une entreprise, quand je suis chez Sodexo, que j'interviens aussi dans une entreprise, par exemple, pour nourrir les gens, eh bien, il faut que j'ai les mêmes impressions de faire partie de cette organisation, comme la présidente ou le président. La deuxième chose, c'est que les salariés soient traités équitablement et qu'ils puissent réussir en restant eux-mêmes. Il y a eu beaucoup de sujets sur la diversité, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur les différences, mais finalement, ce qui va nous rassembler un moment, ce sont ces fameuses différences. Alors, nous, on a vu trois dimensions, on pouvait décliner sous trois dimensions l'inclusion. La première, c'est l'ouverture. Donc, chacun peut s'exprimer, peut exprimer ses idées, exprimer ses pensées, sans qu'il y ait de censure au sein de l'entreprise et surtout sans qu'il y ait d'autocensure. La deuxième chose, c'est l'équité. Exprimer ses désaccords aussi, on l'a dit. Absolument. Et c'est aussi important. Absolument. Vous avez tout à fait raison, parce que exprimer son accord, c'est facile. Exprimer le désaccord, c'est parfois un peu plus compliqué. C'est ce qui demande le plus de confiance. Absolument. Ensuite, c'est l'équité. Il va y avoir une perception très claire pour les salariés d'équité
et d'égalité des chances. Moi, j'ai quelques dizaines, même plus que vous, d'années d'expérience, même si vous avez commencé en 80. Et j'ai travaillé dans des PME, j'ai travaillé dans des très grands groupes, et j'ai vu que l'égalité des chances, par exemple, n'existait pas partout. Je ne citerai pas de nom, mais par exemple, par rapport au diplôme, par rapport à l'origine sociale, par rapport au parcours que l'on avait pu avoir précédemment. Moi-même, je me suis heurté à certains plafonds de verre. Ainsi va la vie. Le dernier point, c'est l'appartenance. Donc, c'est-à-dire qu'on a une connexion positive entre nous et l'organisation. Donc, on a pas mal parlé de la confiance, et finalement, la confiance, c'est le cœur du modèle Great Place to Work. Dans une entreprise où il y a des valeurs fortes, et ça a beaucoup été exprimé ce matin, où il y a un leadership efficace, on va créer de la confiance. La confiance, c'est ce qui va permettre à chacune et chacun d'exprimer tout son potentiel. Moi, j'adore ces histoires quand on rencontre des gens qui sont partis en bas et qui sont montés dans tous les groupes dont on a parlé ce matin, qui sont montés haut. Et donc, quand on va avoir la capacité de donner le meilleur de soi-même, finalement, ça va impacter l'innovation et ça va impacter le résultat économique de l'entreprise. Pour moi, l'inclusion, ça veut dire une chose très simple. On ne peut laisser personne le long de la route. Voilà. Et comment on le fait, tout ça? Alors, une fois qu'on l'a dit, comment on le fait? Alors, la première chose, donc, je vais donner quelques exemples. Hein, j'ai soigneusement préparé cette intervention. La première chose, ça vient d'en haut et ça ruisselle. Donc ça, c'est clair et net. S'il n'y a pas une volonté exprimée tout en haut et ça ne descend pas jusqu'en bas, ça ne va pas fonctionner. La deuxième chose, c'est que je ne crois plus depuis longtemps au management et à l'organisation pyramidale. Je crois à l'agilité managériale. Je crois à la collaboration de personnes avec des horizons différents. Et en fonction de ce que j'ai exprimé sur l'ouverture, l'équité et l'appartenance, voilà déjà des clés où on va démarrer. Alors j'ai préparé beaucoup de choses après avec, comment dirais-je, des exemples d'entreprises, hein, j'en ai pas mal. Et nous, finalement, on a fait une mesure de l'inclusion chez Great Place to Work parce qu'on a un questionnaire que l'on adresse à l'ensemble des salariés d'une entreprise avec qui l'on travaille. Et on a sélectionné un certain nombre de questions. On a sélectionné de mémoire 15 même. On a sélectionné 15 liées à deux dimensions. La première, c'est la dimension de convivialité. Et donc, on a bien vu que cette convivialité, c'est vraiment ce qui nous a beaucoup manqué depuis 2 ans. Et que finalement, et je redirai un petit mot aussi du télétravail, et que finalement, on a envie que les gens reviennent, mais tout en adaptant nos organisations à des nouvelles demandes de salariés. Donc, on va avoir toutes les questions liées à la convivialité et toutes les questions liées au sexe, qui sont liées au genre, aux orientations sexuelles, à l'âge ou à l'éventuel handicap. Mais ça, ce sont des questions que l'on pose depuis 20 ans chez Great Place to Work. Et ces mêmes questions, on les pose à un échantillon représentatif des salariés français. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on est dans une entreprise où il fait bon travailler, finalement, on a un avis beaucoup plus positif par rapport à ces questions. On a une ouverture d'esprit beaucoup plus importante et on est capable de changer et de s'adapter plus vite. Donc ça, ce sont des points intéressants. Alors sur les leviers, qu'est-ce qu'on a constaté? La première chose qu'on avait constatée, c'est contribuer à déconstruire les stéréotypes. Ça, c'est un sujet. On en a beaucoup parlé. Mais entre le dire et le faire, c'est quand même, permettez-moi l'expression, une autre paire de manches. Et on a toutes et tous des a priori. Et donc, moi, je suis arrivé chez Great Place to Work, j'ai pris la direction de cette entreprise il y a une quinzaine d'années, et je me suis appuyé sur mon expérience personnelle. J'ai dit finalement, bon, j'ai eu des difficultés là, et je me suis mis aucune limite dans le recrutement. Donc chez nous, finalement, le recrutement est assez simple.
j'ai envie de venir chez vous, et nous, on a envie que tu viennes chez nous. Et on va voir si ça va matcher. Après, bien sûr, il va y avoir un niveau de, comment dirais-je, de formation académique qui est importante, hein, chez nous comme dans beaucoup d'entreprises. Mais est-ce qu'on a envie réciproquement de venir les uns chez les autres? Et là, la déconstruction des stéréotypes aussi va passer par ça, parce que le diplôme, l'origine sociale, l'origine ethnique, etc., finalement, on s'en fiche pas mal. La deuxième chose chez nous, c'est ne laisser aucune place à l'intolérance et au comportement discriminant. Là aussi, ça veut dire que c'est tolérance zéro. Moi, je n'ai pas lu beaucoup de livres de management. Hein. Et je me souviens, dans les 10 dernières années, j'en ai lu un. Pas beaucoup. Hein. Et ce livre m'avait passionné. Il s'appelle « Zéro sale con ». Et c'était un prof d'une université américaine qui avait écrit ce livre et qui expliquait pourquoi avoir des sales cons. Il l'a mis comme masculin d'ailleurs. Ça veut dire que bon, c'est plutôt une majorité masculine. Et que avoir des sales cons dans une entreprise, aussi brillant soit-il, commence à perturber l'équilibre. Comment, par exemple, par rapport à des comportements discriminants, ça impliquait des tas de gens, et comment finalement personne n'osait leur dire. Et si on s'arrêtait toutes et tous 3-4 secondes, on fermait les yeux, et on se disait, mais dans ma carrière à moi, combien de sales cons, on peut aussi le mettre au féminin, de vrais sales cons ou sales connes j'ai rencontrés dans l'organisation, et comment ces gens-là ont impacté négativement notre organisation, et parce que parfois ils étaient dans des rôles élevés, on ne leur disait rien. Donc ça, c'est une deuxième clé. La troisième, finalement, c'est affirmer ce qui rassemble les générations. Chez nous, il y a 45 ans entre les plus jeunes et les plus âgés. Et finalement, il y a beaucoup de choses qui rassemblent les générations. Je pense qu'il faut l'affirmer. Moi, j'ai un client, par exemple, qui s'appelle Valrhona, vous connaissez sûrement, il fabrique du chocolat magnifique, d'ailleurs un magasin d'usine superbe. Mais il faut voir comment la transmission est faite des gens qui fabriquent le chocolat vers les plus jeunes générations, et comment, quand ils ont, par exemple, des élèves qui viennent de classe de 3e, visiter l'usine, on va leur donner ce qu'un grand philosophe disait, l'envie d'avoir envie pour finalement allumer le feu. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Créer les conditions maximum de l'apprentissage intergénérationnel. Comment on va passer? Alors, c'est notre philosophe qui a dit tout à l'heure qu'elle avait voyagé à une époque où il n'y avait pas l'Internet. Donc, on est certaines et certains ici à ne pas avoir connu l'Internet au début de nos carrières. On faisait des slides, on faisait plein de trucs. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui sont 2-0, 3-0, 4-0 et qui vont très, très vite. On a plein de choses à apprendre d'eux, mais la réciproque est tout aussi vraie. Donc, en termes d'inclusion, c'est un point important. La valorisation du collectif. Là aussi, je l'ai dit, moi j'ai une vision extrêmement claire sur le travail collaboratif et sur l'agilité managériale aujourd'hui. Je connais Mars par cœur, j'ai visité vos usines, je les connais toutes, j'ai été voir les gens, je les ai rencontrés. La valorisation du collectif, par exemple chez Mars, c'est extrêmement intéressant à constater. Et finalement, on va voir qu'on retourne à ce que j'ai dit en préambule, chacune et chacun pèse d'un poids équivalent dans l'organisation et trouve du sens à la fois à sa vie et à sa carrière professionnelle. Et le dernier point, je crois que c'est l'incarner, ce changement sociétal, on doit tous incarner l'inclusion dans notre entreprise. Et c'est pas, comme je l'ai dit, ça part pas que du sommet, ça doit partir du sommet jusqu'à la base. Donc voilà comment nous, quelle est notre vision de l'inclusion chez Great Place to Work. Mais c'est aussi, je dirais, c'est des dizaines d'années d'observation et sûrement de bon sens. Et est-ce que ça paye? Est-ce que ceux qui mettent tout ça en œuvre s'en sortent réellement mieux? Oui. Oui, ça paye. Bon, j'ai parlé Mars, je ne vais pas faire un long panégyrique sur Mars, mais qui est une remarquable entreprise où il fait vraiment très bon travailler. J'ai d'autres exemples avec le groupe AXA, avec AXA Assurance, avec qui on travaille, avec Direct Assurance et plein d'autres entreprises. Oui, nous, on a une vision, Great Place to Work, de performance sociale et économique.
Et donc, on est très fiers d'ailleurs de le dire, on a eu le 12 juillet dernier un de nos salariés qui a été docteur, donc docteur en sciences de gestion, et il a travaillé sur le fait que la performance sociale impactait la performance économique. Il y a eu un jury très brillant qui l'a diplômé et félicité. Oui, les entreprises, finalement, qui prennent extrêmement soin de toutes et tous, oui, dans le contexte de Place to Work, c'est extrêmement payant au sens propre du terme, et c'est extrêmement payant, au sens figuré du terme. On a fait des études en termes de performance économique. Les entreprises où il fait bon travailler, qui par rapport aux critères que je viens d'évoquer, je dirais presque cochent toutes les cases, elles ont une rentabilité en moyenne 6 points supérieure à la moyenne des entreprises de leur secteur. C'est pas mal. Et vous vouliez rajouter? Alors, vous vouliez rajouter... Je vois que vous vouliez rajouter quelque chose. Je vois que je surveille l'horloge en même temps. Parce que moi aussi, je surveille l'horloge. Il me reste 5 minutes. Alors, la première, j'aurais pu citer, j'ai des dizaines d'exemples d'entreprises. J'aurais pu citer, par exemple, j'aime bien, on vient de certifier pour la première fois en France une entreprise de BTP. Le BTP, on se dit, oh là là, ça peut être une entreprise où il fait bon travailler. Vous avez des gens qui sont sur les chantiers, il fait froid, c'est un métier difficile. Première chose, les compagnons avaient le même avis positif sur leur entreprise, donc c'est les gens qui sont sur les chantiers, que les dirigeants. Ça, c'est quand même assez épatant. La deuxième chose, c'est voir comment, dans l'ensemble de l'entreprise, toutes les questions que j'ai évoquées, ils les ont prises en main depuis très longtemps. La diversité et l'inclusion sur les chantiers, je veux dire, si vous la pratiquez mal, vous n'allez pas aller très loin. Par exemple, il y a une entreprise que j'aime beaucoup qui s'appelle Extia. C'est un garçon qui s'appelle Arnaud Frey. Il a créé son entreprise il y a 10 ans. C'est conseiller en ingénierie. Et Arnaud venait de grands cabinets. Pour recruter, pour attirer le talent, il a créé un principe. D'abord qui, ensuite quoi. Et finalement, il est devenu, ils sont 2000, et il est au top des entreprises, il fait bon travailler. Des gens comme Decathlon, des gens comme Noroto, des gens comme Le Bon Coin et d'autres entreprises beaucoup moins connues. Par exemple, Next2, qui est un éditeur de logiciels à Lille, mais ils ont un accompagnement intergénérationnel qui est absolument remarquable. Dans des exemples, je pourrais en citer des centaines, mais en conclusion, puisqu'il me reste 3 minutes, on a écrit avec des gens qui s'appellent Catalyst, on a écrit un petit guide qui s'appelle « Soyez inclusif ». Tous les jours. Et donc, on a finalement 23 bonnes pratiques que l'on avait mis en avant. Alors, je vous en ai sélectionné, pas beaucoup, 5. Mettre en place une règle de non-interruption lors des réunions pour s'assurer que chacun soit écouté. Quand on est dans des réunions physiques, on a toujours une ou deux personnes qui parlent tout le temps et les autres. Donc, on peut avoir des petits cartons, stop, jaune, rouge, éventuellement, mais faire parler tout le monde. Évitez de faire des blagues aux dépens d'une personne ou d'un groupe. Si vous entendez quelqu'un le faire, manifestez-vous. Les blagues de mauvais goût, il me vient immédiatement des noms à l'esprit, mais je ne les citerai pas, mais les blagues de mauvais goût qui ne peuvent pas avoir lieu, c'est tolérance zéro, quoi. Parce que si on laisse d'un point de vue managérial faire ça, eh bien, c'est le doigt, et le lendemain, on y passe le bras. Reconnaître les personnes que vous ne connaissez pas dans les couloirs de manière appropriée. Par exemple, on va croiser des gens, on les a vus une fois ou deux, ben rien ne nous empêche de les arrêter en disant « mais on s'est croisés, je ne vous connais pas plus que ça, tiens, on pourrait prendre 2 minutes ». Regardez dans les couloirs des très grandes entreprises comment ça file, et parfois les gens ne prennent pas le temps de s'arrêter. C'est une chose toute simple, mais finalement, se dire bonjour, arrêter une seconde, c'est pas mal. Moi, j'aime bien celle-là. C'est aller demander proactivement les idées et contributions aux personnes qui ne vous ressemblent pas. Moi, par exemple, mon DG me ressemble absolument pas. Mais c'est un type absolument formidable, loyal, sympa, bosseur, engagé, et c'est quelqu'un de remarquable. Mais on a des sujets, par exemple, qu'on ne peut jamais aborder. C'est un garçon très, très cultivé. Moi, je suis un grand fan de pop, rock, blues. Il y connaît strictement rien.
Lui, il adore la musique classique, que j'apprécie sous certains aspects, et il aime l'opéra. Moi, ça m'ennuie profondément. Et c'est pas grave, finalement. C'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'au moment de parler des gens, c'est qu'au moment d'être auprès de nos clients et de faire le job, on est complémentaires. Et donc, avoir des gens qui ne nous ressemblent pas dans le recrutement, avoir des trublions ou des gens différents, c'est important. Et le dernier que j'aime beaucoup, c'est ne pas partir du principe que les personnes qui travaillent différemment ou moins, sont moins engagées. Et là, je conclurai sur ces nouvelles organisations qui se mettent en place. On a parlé du télétravail. Nous, on est 35. Donc j'ai 5 collaborateurs qui sont ce qu'on appelle des Great Partners, qui ne sont pas salariés de Great Place to Work. J'ai 30 salariés. Je vais vous poser une question. À votre avis, combien m'ont demandé sur 30 à quitter Paris? Sur 30, combien m'ont demandé à quitter Paris? Mais en voulant rester chez Great Place to Work, bien sûr. 8. Léa, elle m'a dit, mais finalement, avec 3 gosses habités dans 70 mètres carrés à Paris, je serais beaucoup mieux à Lille parce que, en plus, ma sœur habite à Lille. Donc, du coup, Louise a dit, ben, moi, j'ai envie aussi d'aller à Lille parce que je ne veux plus rester à Paris. Et Marilyn a dit, moi, mon rêve, c'est d'aller à Bordeaux. Comme JB, il était déjà parti à Nantes, moi, je veux aller à Bordeaux. Et puis, finalement, Claire et Léa m'ont dit, Julien et moi, mon DG, est-ce que nous, on irait bien quand même à Lyon, c'est beaucoup mieux. Et évidemment, pourquoi voulez-vous qu'il en soit différemment? Moi, ça fait 15 ans que j'habite à Reims. Donc, il voit bien que je travaille à Paris et que j'habite à Reims et que c'est faisable. Et finalement, dans cette nouvelle organisation, et en termes d'inclusion et d'écoute, on n'a pas parlé de télétravail, on a parlé d'organisation du travail. Et j'ai oublié Alexandre, qui lui partit à la Ciotat. Et donc, à partir de là, c'est comment on va s'organiser pour répondre individuellement aux demandes sans aller trop loin, de telle façon qu'on garde entre nous un niveau de confiance élevé et que finalement les salariés et l'entreprise s'y retrouvent. Alors on ne pourra peut-être pas mettre les 30 ou les 29 ou les 28 en province, mais c'est un mouvement de fond qui ne s'arrêtera pas. Nous sommes à l'heure. Pour passer la parole à Sacha pour conclure, peut-être juste un chiffre que j'avais envie de donner avant de terminer. Un autre sondage récent, j'ai su ça la semaine dernière. Quand on parle de programmes diversité, équité, inclusion au sein des entreprises, aujourd'hui, seuls 8% des Français interrogés connaissent ces programmes, 19% n'en ont jamais entendu parler et 33% ne savent même pas si leur entreprise a mis en place un tel programme. Donc il y a encore de la pédagogie à faire autour de ces sujets. Et un autre chiffre, le dernier, après promis, j'arrête. Les attentes en matière d'équité, de diversité et d'inclusion des salariés français sont, pour 64% des répondants, l'importance de rémunérer équitablement tous les employés. Le salaire arrive en premier de la préoccupation et de la demande en termes d'équité, diversité et inclusion en France. C'est bien pour ça que nous avons tous, nous, des rôles de sensibilisateurs extrêmement importants, parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et ben on espère y avoir contribué. Merci.